Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, toujours un plaisir de partager avec vous l'énergie, l'inspiration de nos talents qui donnent encore plus de relief à notre territoire et la couleur qui semble faire jaillir ces toiles d'un songe. Cet artiste veut décrocher les étoiles pour aider les rêves d'enfants avec l'UNICEF. Entre rêve et réalité, l'illusion vient parfois brouiller les esprits. La philosophie va tenter de remettre de l'ordre dans nos idées dans un forum bien réel. Et quand l'apparence n'est parfois qu'une illusion, ce photographe s'interroge sur les empreintes du temps sur un paysage comme une peau sur laquelle on s'attache à laisser une trace. Ces derniers mots sont les vôtres, Jean-Pierre Angéi, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes photographe, auteur de l'exposition Le souffle du temps présentée dans la galerie Place à l'Art à Voiron. On va découvrir votre travail surprenant qui pousse souvent très loin la réflexion, voire l'introspection. Et si vous aimez réfléchir, on vous offre ici un thème infini, l'illusion, qui fait l'objet d'un forum philosophique organisé par l'Université Interage du Dauphiné, l'UIAD. Marc Tilly, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant en philosophie, chercheur doctorant à l'Institut de philosophie de Grenoble, à l'UGA. Et on va s'interroger en particulier sur l'IA, l'intelligence artificielle avec vous, qui envahit notre monde, un bien ou un mal, on va voir. C'est la question. Voilà, et voilà, on est là qu'avec des questions et pas avec des jugements. C'est toute la nuance. L'illusion qui berce nos rêves, encore qu'on ne connaît pas toujours la frontière entre les songes et l'illusion. Vous nous aiderez là-dessus d'ailleurs, Marc. Mais vous, Cédric, vous avez peint les rêves des enfants. Vous êtes artiste peintre et vous venez ici soutenir l'UNICEF par le biais d'un groupe d'étudiants de Grenoble École de Management qui organise une vente caritative pour aider et promouvoir les besoins fondamentaux des enfants dans le monde. Un groupe dont vous faites partie. Aya Boulouise, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes étudiante à GEM. Avant, Cédric, de découvrir votre univers, moi, je voudrais découvrir votre démarche, Aya, ainsi que celle de vos camarades. Alors, d'abord, on va découvrir l'affiche de votre événement. Un vernissage solidaire, un événement caritatif, artistique, pour mettre l'art au service des enfants. C'est à la Maison de l'International de Grenoble, le jeudi 10 avril, avec plusieurs artistes, Aya. C'est ça, oui. Des peintres, des photographes, qui sont ces artistes? La majeure partie, c'est des peintres. D'accord. Mais alors, c'est un projet d'étude? Oui, exactement. En quoi il consiste? C'était de créer un événement. Et on a commencé à partir de septembre et la fin, du coup, c'est dans 2 semaines à peu près. Et ce qui vous est demandé, c'est quoi? C'est d'organiser un événement caritatif, de réaliser un projet collectif? Qu'est-ce que c'est en fait? À quoi ça tient? C'était de réaliser un projet collectif. Et on a décidé au début de faire une course solidaire. Mais on a changé notre voie pour faire un vernissage solidaire. Donc plus tourné vers les nécessités des enfants. Pourquoi l'UNICEF? Parce que c'était un projet qui nous a été... c'était un projet que l'école nous a... suggéré? C'est exactement. Et on a passé des entretiens et c'était avec... un partenariat avec l'UNICEF. L'UNICEF Dauphiné Savoie, donc, et pour aider financièrement et pour sensibiliser aussi aux besoins fondamentaux des enfants dans le monde. C'est un sujet que vous avez dû travailler aussi. C'est ça, exactement. Et vous avez pu évaluer les besoins? Actuellement, les besoins sont principalement le respect et surtout les droits de l'enfant. Surtout, on sait que dans certains pays, les enfants n'ont pas accès à la scolarité. Donc, on essaye un peu de leur ramener ces droits au cours. Avec plus aussi cette idée de sensibiliser alors, parce qu'il y a aussi un soutien financier. Donc, avec cette toile qui est... c'est une vente aux enchères, c'est ça? Oui. Alors, on peut faire passer beaucoup de choses par l'art pour sensibiliser notamment? C'était votre idée? C'était plus une idée comme ça, oui, exactement. C'était pour faire sensibiliser un peu, essayer de ramener
comment je pourrais De véhiculer peut-être aussi ces idées avec ces images, Exactement, avec oui. ce concept-là. Quelque chose qui peut frapper l'esprit. Plus qu'une personnes. course qui est aussi Exactement. classique, il y en a d'autres. Oui. Alors pourquoi Cédric, vous le connaissiez? On a pris contact avec lui, on a regardé un peu ses œuvres et on l'a contacté, il nous a répondu favorable et on le remercie énormément pour sa solidarité. Je pense que vous avez bien fait parce que donc pour aider l'UNICEF Dauphiné-Savoie, vous organisez la vente de cette toile qui est une toile en coton hein, avec de grandes dimensions. Hein. Elle fait 1,20 m, c'est ça? Sur combien? 60. Sur 60. Ça s'appelle La tête dans les étoiles. C'est signé de vous, Cédric Vignon. Donc c'est une création pour cet événement, Exactement. cette toile? Uniquement pour cet événement. Voilà. Alors, moi, je suis plus dans le domaine animalier, mais là, c'est un sujet qui me parlait. Et puis, c'est pour la bonne cause. Donc, on y va quand c'est pour la bonne cause. On va pas faire de comparaison. On y voit tous un rêve de Petit Prince aussi là-dedans. Qu'est-ce qui vous a guidé au fil de... Qu'est-ce qui a guidé vos pinceaux pour cette œuvre-là? Alors, déjà, comme l'a dit Aya, c'est le droit des enfants. C'est un sujet qui est éternel et... ça a été presque une évidence de se dire bon ben on va partir la tête dans les étoiles et que ça soit pour un enfant lambda ou autre, tout le monde a des rêves et les enfants d'UNICEF ils ont un rêve, c'est pouvoir écrire, c'est pouvoir aller à l'école, c'est des droits simples que nous on a mais qu'eux devraient avoir. Vous voulez dire que peut-être leurs rêves sont oubliés, Ouais. car leurs nécessités fondamentales sont urgentes, bien sûr, et qu'on en oublie ces rêves d'enfants? C'est ça. Donc vous avez voulu les représenter avec un ballon, avec des étoiles? Ouais. Aller vers le haut, se projeter vers l'univers, quoi. C'est l'ouverture d'esprit aussi. Quelque chose de très doux, lumineux aussi, Ouais. et coloré, C'est forcément. ça. Ce que j'aime. Et oui, alors on verra à combien. Il y a une mise à, comment on dit, un prix de départ pour cette vente ou pas? Eh ben, je vous laisserai vous mettre d'accord, puisque c'est une vente aux enchères. Hein, Une on vente y aux va et on va enchères, faire il grimper. y a un prix. Alors, il n'y a pas de prix de départ, mais il y a un prix fixe pour que la toile parte. D'accord. Alors, on va déjà faire un petit coup de pub pour vous aussi et votre univers, puisque vous le disiez, votre œuvre, elles sont à la fois réalistes et oniriques, hein, avec un peu de rêve, un peu de couleur. Vous procédez toujours comme ça, avec ces coulures, avec ces pinceaux? Ouais, c'est toujours. La technique a un peu évolué où j'utilise un peu moins d'aérographe, un peu plus de bombes, de spray. Ça va être des éclaboussures au pinceau, à la brosse à dents, beaucoup de choses qui me passent sous la main. D'accord. Donc, c'est vraiment dans l'instant T, quoi. Mais le style est toujours identique. Toujours la couleur aussi, elle est très importante beaucoup, pour vous. Beaucoup. Et ces animaux, alors c'est un peu votre spécialité, votre coup de main. On voit ici, qu'est-ce que c'est? C'est un alligator, un C'est croco? Un alligator. Mm. Un alligator. Et vous leur donnez quelque chose, une allure presque un peu bonhomme en fait, à ces animaux. On dirait que ce sont vos complices. En fait, c'est le regard. C'est le regard qui est mis en avant. Et comme je dis toujours, un animal, il ne trompe pas dans le regard. Donc, c'est ça que... C'est surtout ce moment-là que je veux capter. Puis, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a du questionnement. Donc, chaque animal a son identité. Il se présente à vous comme votre sujet, en fait, finalement. Et puis vous dépeignez leur univers, leur appartenance. Le bison, il est américain. Les carpes koi, elles sont japonaises? Ouais, alors c'était une thématique que j'avais fait un peu sur l'univers et le monde. Une exposition que j'avais appelée À travers le monde, justement. Et mais c'est mon domaine, les animaux. Oui, on voit ça avec des animaux qui sont aussi bien très courants, domestiques, familiers même. On le voit ici avec ce chat, avec ces bulldogs. Ce sont des choses qui parlent un peu à tout le monde. On peut chacun se reconnaître Exactement. Puis, c'est pour toucher tout public. Et des animaux sauvages. Et vous les aimez en particulier. Pourquoi, en fait? Est-ce que ce sont les animaux surtout et non pas des portraits?
l'humain, le paysage? Pourquoi ces animaux pleins de couleurs? Ben, c'est ce qui me vient, c'est l'envie du moment. Il y a des fois, je vais créer une toile où je vais faire le fond et je vais dire, je pars sur, exemple, je vais faire un cheval et puis en fait, le fond évolue et du coup, je vais partir carrément sur un autre animal. En fait, le fond aussi m'inspire par rapport à tout ça. Vous avez du vécu aussi, vous en avez? Ce sont eux qui vous inspirent? Moi, j'ai des animaux, oui, mais c'est Peut-être pas tout ça, enfin, j'espère que vous n'avez pas d'alligator à la maison. D'accord. On peut les acheter, vos œuvres, sur ce site, hein, YouArt. Alors, je trouve ça très très bien parce que c'est très compliqué de vivre de son art lorsqu'on est un artiste peintre. Ici, hein, vous êtes isérois. Et donc, sur ce site, il y a, on peut acheter en ligne, en fait, hein, c'est ça? Exactement. Et est-ce qu'on peut aussi les reproduire, ces œuvres? C'est-à-dire si celle-ci vous plaît, mais que vous avez d'autres demandes Alors, on m'a déjà demandé, mais il faut des droits. Et pour l'instant, je ne veux pas faire de reproduction ni de art print. Je veux rester dans l'œuvre unique. Et le jour où je décollerai et j'arriverai à en vivre complètement, je trouve ça aussi bien aussi que les gens aient accès à l'art. Donc oui, dans un futur, pourquoi pas faire de l'art print. Alors, décoller, c'est ce que vous faites avec cette œuvre-là. Je ne sais pas si on peut la revoir, vraiment, cette œuvre qui s'appelle La tête dans les étoiles. Donc voilà, vous avez dû représenter un être humain, comme on le voit ici, et vraiment avec vraiment beaucoup de douceur. Donc voilà, est-ce que vous allez décoller après cette vente aux enchères? On le rappelle, hein, c'est le 10 avril, c'est à la Maison de l'International. À 19h. Avec beaucoup de poésie, peut-être une suite dans une série basée sur les rêves? Pourquoi pas, oui. Il y a plein d'ouvertures à faire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette toile, peut-être, Marc, Elle m'inspire un thème similaire à celui qu'on traitera pendant le forum. On va ouvrir en fait le samedi des ateliers pour enfants sur le thème justement des illusions de l'enfance, de leurs points positifs. L'illusion est peut-être positive. Souvent, on diabolise un peu l'illusion. Et on aura donc Flora Pica, une philosophe qui va intervenir qui va animer des ateliers pour enfants sur le thème de l'illusion et sur la thématique des illusions de l'enfance. Donc tout de suite, ça m'a fait penser au forum, désolé. Alors ça, c'était presque ma première question. C'est pour ça qu'on va y revenir tout de suite à vous. Vous allez voir, il y a à la fois le côté positif et négatif de l'illusion. Allez, tout de suite avec vous. Ça marche. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est un enfant, l'illusion, elle est positive. On pense aux illusionnistes, on pense à l'illusion, on est bercé d'illusions quand on est enfant. Et souvent, on les regrette après quand on devient adulte. Et oui, après, ça devient péjoratif, dans le sens où on l'emploie le plus couramment quand on parle un langage adulte. Vous êtes d'accord avec ce sens péjoratif de l'illusion? Enfin, il faut le nuancer. L'illusion a aussi des vertus. Et on va justement essayer d'avoir cette approche nuancée lors du forum. Oui, alors le forum, on rappelle que l'Université Inter-Âge du Dauphiné organise un forum inspiré justement de ce qu'on appelle le rapport biaisé à la réalité, l'illusion. On peut être trompé, on peut être manipulé, c'est tout ça qui a inspiré l'UIAD. C'est le 11 et 12 avril. Alors d'abord à l'Université Inter-Âge du Dauphiné, Gambetta, le 11 et à l'Office de tourisme le 12, avec des conférences, des tables rondes. Oui, on a plusieurs tables rondes. Une première table ronde donc, le vendredi à l'antenne Gambetta sur la grande question philosophique du libre arbitre et du déterminisme, la question de savoir si le libre arbitre est une illusion ou pas. La spécificité de cette table ronde sera d'aborder le sujet en lien avec la thématique du soin des malades. Et on aura la présence de Julie Henry, qui est une philosophe lyonnaise, qui enseigne à l'École normale supérieure de Lyon, et qui est une philosophe donc spinoziste, qui a une approche de terrain, et qui développe une approche philosophique de la médecine et du soin extrêmement intéressante. Donc, elle discutera avec Philippe Arvers, qui lui est addictologue. Donc ce sera vraiment centré sur le soin. C'est une démarche assez originale. Que vous voulez assez proche des préoccupations des personnes du grand public aujourd'hui. Effectivement, c'est l'idée.
C'est l'idée. Les enfants, vous l'avez dit. Alors, on ne va pas pouvoir détailler tout le programme qu'on trouve aussi sur Internet. Hein. Là, si vous tapez Forum philosophique Université Interage du Dauphiné, il y a absolument tout. Je voudrais déjà aussi qu'on s'attache à ce terme de l'illusion. Ce terme est au cœur des enjeux de notre société ? Au niveau politique, il me semble que oui, personnellement. Alors, on aura Thierry Ménissier et Pascal Clouer qui vont intervenir sur ce sujet. Justement, ce sera la question, une réflexion de philosophie politique autour de l'ouvrage de Jacques Ellul, philosophe français, qui a écrit un livre qui s'appelle justement De l'illusion politique. D'accord. Il a écrit un ouvrage sur l'illusion politique. Alors, il n'y a pas que ça, l'illusion. Moi, j'ai tout de suite pensé à l'art. Il y a l'art, il y a l'imaginaire. Vasarely. Effectivement. Et pourtant, ça n'est que de la perspective. Donc, c'est une illusion. Effectivement. Vasarely, entre autres aussi, on le voit ici, le Grand Victor. Il y a encore des Vasarely cachés dans Grenoble. Vous pouvez regarder ça, derrière l'anneau de vitesse notamment. Ici, ce sont ces exemples. Mais vous voyez, même sur un écran animé, c'est figé et pourtant ça bouge. La fleur ardente. Tout ça, c'est le domaine de l'illusion. L'illusion d'optique, ça veut dire qu'on est parfois même trompé par notre cerveau. Souvent même, les illusions d'optique, oui, c'est une approche intéressante. On a hésité à organiser les ateliers pour enfants autour de ce thème, d'ailleurs. Canard ou lapin ? Les illusions d'optique en général. Le canard-lapin, effectivement, c'est la plus célèbre. Lapin. Alors moi, je vois un canard, personnellement. D'accord. Bon. Les deux sont possibles. Et oui, donc autour de effectivement ce lien entre le cerveau, entre la réalité et l'interprétation finalement. Oui, c'est la question de la construction de la réalité, en fait, par le cerveau, par nos perceptions. Alors souvent, on a un rapport assez transparent au réel. On pense que le réel est transparent à lui-même. On oublie qu'il est le résultat d'une construction. Et l'illusion peut nous rappeler, justement, que le réel n'est peut-être pas si transparent. C'est ce qui fait à la fois son charme et en même temps son côté mystérieux et peut-être parfois inquiétant. Inquiétant, elle fait du bien aussi parfois l'illusion. On aime parfois croire en ces illusions, vivre dedans. Ça dépend des gens. Sinon, ça s'appelle une désillusion. Alors, on va aborder le sujet. Il y aura une table ronde, notamment sur le thème de l'amour. Donc, l'amour est une illusion ? Répondez-moi, vous êtes philosophe. Je n'ai pas tranché. Mais il y a plusieurs visions possibles. Et donc, notamment, il y a des approches qui se veulent réalistes, mais qui sont peut-être en réalité pessimistes et désillusionnées. D'autres approches donc, qu'on qualifie de naïves, d'illusoires, mais qui sont peut-être simplement authentiques. Et, donc on va mener le débat autour d'un ouvrage de Ruhen Augien qui s'appelle « Philosopher ou faire l'amour ». Et c'est un ouvrage dans lequel Ruhen Augien en fait, démystifie un peu, désacralise ce qu'il appelle les 6 idées de base, les 6 idéaux de base de l'amour. Alors lui, il est un peu désillusionné, mais ce sera l'occasion d'avoir une approche un peu légère et, sur le thème de l'amour. D'accord. Après la politique, ça peut être bien. Alors politique, amour, la manipulation aussi, c'est souvent. On a souvent l'idée de la manipulation avec l'illusion. Alors là, pardon Kevin, qu'on aime beaucoup ici, aucune intention de manipuler. Mais il y a quand même cet univers du cerveau. L'illusion, elle manipule notre cerveau aussi ? Ou est-ce qu'on est manipulé en berçant d'illusions ? Ça arrive. C'est les illusions perceptives toujours. Alors, je ne connais pas cet extrait-là. À America's Got Talent, le plus grand illusionniste, mentaliste et grenoblois, figurez-vous, et on en est très fiers. Mais ce qui veut dire aussi, et c'est justement un petit pont entre notre cerveau et la technologie se sert beaucoup de l'illusion, justement, et elle est presque au service de l'illusion aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le danger ? Alors, il y a de nouvelles réalités qui émergent, notamment en raison de l'émergence de l'intelligence artificielle, notamment peut-être les deepfakes que vous connaissez peut-être. Oh oui. Donc, et de plus en plus, justement, c'est ce qui inquiète ? Effectivement. Donc, il y a toute une série de nouvelles techniques en fait, qui émergent et qui peuvent aboutir à des manipulations. Donc ça, ce sera un sujet qu'on abordera avec Martial Mermillo, qui est un spécialiste de l'IA et de la neurocognition, qui interviendra avec Agnès Helm-Guizon, qui est professeure à Grenoble IAE-INP. Et on va traiter le sujet justement deux sujets, la manipulation
La manipulation par les nouvelles techniques d'illusion générées par l'intelligence artificielle, mais aussi... Je peux en montrer une par exemple. Oui. Regardez le dernier Astérix, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, vous saviez que Louis de Funès avait joué Lino Ventura et Bourvil et Alain Delon. Donc voilà, parfois c'est pour divertir, Voilà. c'est pour faire rire. Bon, ça, C'est pour faire rire, et puis c'est pas super bien fait, mais le président de la Voilà. République s'est servi de ça. Voilà, ça c'est source Twitter, Emmanuel Macron, qui, avant de lancer justement les assises de l'intelligence artificielle, ses réflexions s'en étaient servies comme quelque chose de drôle qui finalement fait réfléchir. Alors ça peut inquiéter parce que là on était informés, mais on ne peut plus dissocier le réel et l'artificiel, l'apparence et la réalité. En tout cas, si on est un expert, Alors si on, a on un peut les expert voir. justement, Si on croit tout, et notamment si on est un enfant, et on sait que les enfants sont beaucoup devant les écrans, là ça devient problématique. Effectivement, donc Agnès Almeguizon et Martial Mermillot vont traiter ces sujets-là. On abordera aussi un sujet qui est moins connu, celui des hallucinations de l'IA. Donc l'intelligence artificielle peut aussi halluciner, donc on peut la pirater. On verra ça, Martial Mermillot nous parlera de ça, des techniques de piratage qui fonctionnent. C'est-à-dire En fait, le traitement des données par l'intelligence artificielle peut être biaisé, c'est-à-dire qu'elle peut mal interpréter les données entrantes, et certains hackers peuvent pirater les systèmes comme ça. Et on a certains cas qui ont défrayé la chronique, par exemple un PDG aux États-Unis qui a tenu une conférence avec ses actionnaires. Enfin, il pensait que c'était ses actionnaires, mais c'était tous généré pour le coup par intelligence artificielle, d'une part, donc ça c'est le problème des deepfakes. Et le processus qui a permis de craquer le système, c'était justement la porte d'entrée de ce qu'on appelle les attaques adverses. C'est une façon de faire halluciner l'IA. Alors je laisserai Martial Mermillot développer ça le jour J. Mais si ça vous intéresse, c'est peu connu, c'est extrêmement actuel. Voilà. Et d'où l'intérêt aussi de s'éloigner, de prendre du recul. C'est aussi toute la vocation de ce forum. Là, d'ailleurs, vous pouvez trouver un petit teaser avec ici, c'est Thierry Ménissien, c'est ça, c'est au musée dauphinois d'ailleurs. Alors ici, c'est pas une illusion d'optique, c'est une sculpture bel et bien réelle. Mais vraiment, c'est le but aussi de ce forum, c'est l'esprit critique aussi. L'information et l'esprit critique. C'est effectivement le but de ce forum et c'est une valeur essentielle pour la philosophie. Donc, forum philosophique engagé dans la vie de la cité aussi. Donc l'UIAD est une université interage engagée dans la vie de la cité et Thierry Ménissier qu'on vient d'apercevoir et moi-même partageons ces valeurs-là, dont celle centrale de l'esprit critique, effectivement. Vous en avez parlé, l'UIAD, dont le directeur Cédric Mazon est ici sur ce plateau. L'UIAD, on le rappelle, l'université interage du Dauphiné. Interage, ça veut tout dire, interdisciplinaire aussi. On y apprend les arts, on y enseigne la philosophie également. Bien sûr, oui. On a plusieurs cours de philosophie, 2 cette année, 4 à partir de l'an prochain. Donc Thierry Ménissier et moi-même, Thierry donne un cours sur Montaigne, et moi-même sur la psychologie des foules, un cours de philosophie politique, mais aussi un cours d'initiation à la philosophie, sur les grandes notions, la liberté, le bonheur, etc. Voilà, l'offre... Tout le monde, on le rappelle. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment interâge, donc c'est ouvert à tout public. Et on connaît surtout cette université pour l'apprentissage des langues à la retraite ou l'apprentissage de la peinture, pourquoi pas, mais c'est absolument tous les domaines. Et oui, pour tout le monde. C'est extrêmement riche, donc il y a vraiment tous les champs de la culture et du savoir qui sont représentés. Donc c'est la mission de l'UIAD de transmettre du savoir, des connaissances, mais aussi de favoriser le lien social. Et on a un public essentiellement retraité, mais le public reste divers, c'est vraiment ouvert, c'est interâge. Et voilà. Et donc, il faut se précipiter aussi bien à l'antenne Gambetta de l'UIAD pour ce forum le 11 avril. Et le 12 avril, c'est à l'Office de tourisme. C'est ça. C'est ça. Avec vous, on va vous écouter. Et vous allez nous en dire plus. On va essayer de... Oui, Là, maintenant, moi, si je pouvais, là, vraiment, vous pourriez... Ouais. Là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est un puissant fond. Une petite dernière info que vous vouliez donner ? On a à peu près fait le tour, de toute façon. J'ai présenté les principales tables rondes. Ouais. Voilà. C'est tout bon. Le reste, eh bien, il faut aller structurer sa pensée au forum. Juste insister sur le fait que les ateliers pour enfants auront lieu le samedi
de 13h30 à... Samedi 12. Samedi 12 avril, de 13h30 à 15h. C'est gratuit. Et le forum coûte 5 € pour le samedi et sinon est gratuit pour la journée du vendredi. Voilà. Très bien. Et l'Université Interage du Dauphiné, c'est à peine plus cher. Non mais vraiment, on peut apprendre énormément de choses pour une contribution très modeste grâce à beaucoup de bénévoles également. Merci beaucoup. Merci à Vous vous. allez voir qu'on n'est pas très très loin avec le sujet qui arrive tout de suite. Jean-Pierre Angie, qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos? On vient de parler de l'illusion. Vous qui avez un rapport très étroit avec l'image. C'est une question de point de vue, l'illusion. C'est où on se place quand on regarde. Parce que c'est dans l'exposition que j'ai actuellement, qui parle d'un territoire, de plusieurs territoires, sur lesquels j'ai fait, on va dire, une étude. Des territoires de montagne enneigés. Je ne sais pas skier parce que je suis né à Marseille et j'ai pas appris. Mais par contre, dans ces territoires-là, je me déplace avec des télécabines. Et quand je parle de point de vue, c'est que moi, le déplacement que je fais en télécabine, c'est pour observer le voyage et non pas d'attendre l'arrivée. Et dans ce voyage que je fais en montant, descendant, ce qui me permet de renouveler à la fois le paysage, ce que je vois, et de recevoir aussi des images. Et quand je parle de point de vue par rapport à l'illusion, c'est que la distance que j'ai quand je suis après sur Terre, on va dire, de ma propre hauteur, je vois aussi des paysages. Et c'est pas une question d'illusion, c'est une question d'amener sa manière de voir. Et quand on est en l'air toute la journée, de voir un territoire par le haut, on découvre de nouveaux territoires de notre propre hauteur. Donc c'est infiniment grand, infiniment petit. Quand on parle d'illusion, c'est pas de l'illusion, c'est simplement des formes qu'on connaît et qu'on retrouve. Oui, c'est une perception aussi, c'est une interprétation, parfois une volonté aussi. La volonté, elle est là. Moi, c'est par la présence aussi. Quand en photographie, c'est d'être présent à ce qui nous entoure. Et cette présence-là, elle est importante parce qu'on ne fait pas que traverser. Dans le travail que j'ai appelé le souffle du temps, où je parle de ce temps qui sculpte à la fois un paysage, qui peut sculpter aussi une peau, ce parallèle-là, on va dire que le temps, il est caché dans les plis. Des traces qu'on peut laisser, ces traces aussi qui font écho aussi à notre passage sur Terre. Justement, alors la photographie, elle immortalise par essence. Or vous situez votre démarche. En fait, votre démarche, elle vous projette dans le temps et dans le mouvement. Elle me projette dans le temps, oui, forcément, elle fait notion de temps, la photographie. Elle fait aussi notion de mémoire. C'est cette mémoire du temps que je capte. Et en même temps, j'amène cette réflexion-là aussi sur des installations et sur la manière de... On a vu sur l'installation que j'ai faite dans la galerie Place à l'Art, oui. Il y a une déambulation, c'est pas linéaire. Il y a des photographies qui sont encapsulées, qui sont tirées sur du papier de 20 grammes. 20 grammes, plus 1 gramme d'encre, ça faisait 21 grammes. J'avais un petit peu l'âme d'un paysage. Ces photographies, je peux me remettre moi les mains dedans, les sculpter et de les mettre comme une peau encapsulée dans des boîtes en plexiglas. Sur certaines. Et donc voilà, j'amène vers quelque chose... Un second sens finalement, alors. C'est pour vraiment s'approcher sur cette peau-là, parce que quand je photographie justement sur le territoire en télécabine, je monte avec des skieurs qui parlent de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils vont faire. Et alors que moi, j'observe ce qui se passe autour de moi. Et j'ai beau faire le voyage plusieurs fois, il y a tout le temps une nouveauté qui intervient, la lumière qui change, et c'est jamais pareil. Et c'est un peu comme une échelle de vie. À notre échelle, on a un voyage, on sait comment ça se termine, on ne va pas se languir d'arriver. Et on amène à raisonner sur si on observait notre voyage. L'observer, c'est le questionner, c'est le remettre aussi à chaque fois comme si c'était nouveau,
chaque jour, mais avec un regard, on va dire, d'enfant. On revient un petit peu sur ce qu'il y avait avant, sur ces peintures. Ces peintures, il y avait une phrase qui était très bien, c'était dans la vie, il faudrait viser la lune, et puis si on la rate, on est dans les étoiles. Voilà, on se donne toujours un objectif. Voilà, moi, mon objectif, en tout cas, c'est de parler de mes contemporains, parce que je suis portraitiste aussi, et à travers le portrait, moi, j'interroge une personne. Et en parallèle, ces paysages qui me permettaient, moi, d'apporter aussi une réponse à ce que nous sommes, quoi, dans cette fragilité commune entre ce territoire, cette peau, et la nôtre. Et en même temps d'existence, à des échelles de temps différentes. On est sur des millions d'années face à ces paysages qu'on essaie de garder. J'étais en résidence à Chamonix, on essaie de préserver par des broches, par des injections de béton, ce qui s'effrite, et forcément avec l'action du réchauffement climatique, mais ce qui n'est pas mon sujet. Mais voilà, on essaie de préserver un territoire, alors que bon, il est là déjà depuis des millions et des millions et des millions d'années. Nous, on est de passage sur des dizaines d'années, et on essaie de garder tout comme si on voulait vraiment que rien ne bouge par rapport à nous, quoi. L'humain est pareil, c'est pour ça que vous êtes intéressé par la peau. Comme vous dites, c'est la peau de la terre, c'est la peau de l'être humain. Voilà. Et il y a derrière, les rides ont on subit le temps, les accidents, les fractures, les cicatrices. Voilà. Et nous, on module la peau de la terre aussi de la même manière, quoi. C'est dans ce sens aussi que s'inscrivait ce travail que vous avez réalisé pour le projet Vénus. Oui. Sur cette image que renvoie le cancer du sein, ou en tout cas le corps de la femme abîmé, pas abîmé entre guillemets, non, transformé. Mais au-delà de tout ça, quand j'ai évolué avec quand j'ai fait ces portraits, c'était des personnes que j'allais chercher. C'était pas de photographier. C'était une personne qui regardait une autre personne. C'était avec pas le regard. Voilà, et c'était pas et le regard, la présence et leur présence, elle est je les ai amenés à être là, de manière à on n'est pas là à regarder une personne avec une ablation ou pas, ou avec un cancer, mais on est face à une personne. Je ne sais pas si on peut les revoir justement, parce que la beauté est très subjective. Subjective, bien sûr, elles sont sublimes. Tout le monde est sublime, et il suffit d'être simplement comment on regarde. Quand je parlais de point de vue, c'est aussi comment on regarde une personne. On n'est pas là dans un regard de séduction, mais de parité. Justement. Moi, j'essaie de rendre, dans mon travail de portraitiste, un équilibre de manière à reconnaître une personne. Ça, c'est une pensée allemande, et la reconnaître, c'est qu'elle est universelle. C'est-à-dire qu'on va la reconnaître aussi à l'autre bout de la planète. On reconnaît une personne, on n'est pas là à essayer de connaître quelqu'un, on est juste là face à une personne qui est pour moi notre semblable. Et on ne peut pas être ni au-dessus ni en dessous. Donc on va au-delà de la peau, justement, la peau, de l'apparence. Oui. C'est ça. La peau, c'est... oui, on va au-delà de ça, parce que mais en même temps, cette peau, elle est commune à chacun, quoi. Elle fait corps. Mais au même titre que la couche terrestre. Oui. C'est une unité, et voilà. Et même un vêtement, c'est une unité. C'est Envol, c'est ça, le nom de cette C'était là, ce travail. Ou l'altérité, parce que c'est un travail que j'ai fait sur les vêtements, c'était parler d'une peau aussi, de ces vêtements, enfin ce poids aussi que j'ai vu qui peut être accablant dans des résidences, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, où par la fonction, forcément, on le sait. Je ne sais pas si on voit justement à quel point ça se fond. Là, ici, c'est un vêtement qui se fond dans le décor, finalement. Oui, parce que j'ai utilisé le tissu qui a servi à faire le vêtement comme fond. Mais là, c'était pareil, c'était comme un portrait. Mais un portrait d'un vêtement, ça, on peut lui donner on va dire, un caractère humain, quelque part. Mais moi, c'était pour amener à dire qu'est-ce qu'on était nous sans rien, comment on se sent, parce que je vois que on se part de couches pour non pas cacher une fragilité ou pour se protéger, mais je trouve que c'est plus une barrière pour ressentir. Quand je parle d'altérité, quelque chose qui va véhiculer ce qu'on veut bien véhiculer, notre rapport à l'autre, voilà. Et notre rapport à l'autre, c'est toujours ces vêtements qui étaient pour moi à la fois qui avaient du caractère, mais en même temps qui représentaient simplement une peau qu'on peut enlever, celle-là. La nôtre, on peut pas.
elle interagit avec ce qui se passe autour de nous et ce qu'on a aussi à l'intérieur, parce qu'elle peut faire aussi des réactions qui se verront. Il y a toute une démarche très philosophique. Vous avez une personne... Ah oui, ça vous inspire beaucoup, justement, Marc. Je trouve que c'est très beau. Bien sûr. La manière dont... Non, je te trouve poète. C'est plus une approche philosophique de la vie. Voilà. Enfin, moi, j'essaie de relever des gens à travers le portrait, de leur dire combien ils sont importants en tant que personne. La difficulté que j'ai eue quand j'étais en résidence à l'hôpital et dans une EHPAD par rapport au personnel. Parce que eux se considéraient pas comme des personnes, mais plus comme des fonctions. Donc moi, j'étais là pour les relever et de leur dire leur importance qu'ils avaient en tant que personne, que s'il n'y avait plus de fonction, ils existaient quand même. Voilà. Je continue ce parallèle-là entre toujours le paysage et les portraits. J'interviens dans une école pour parler avec des jeunes sur leur portrait, l'autoportrait. Ils sont magnifiques, mais eux, ils se trouvent pas beaux. On a été depuis les années 90, années 90, quand on est passé, on va dire, vers un mode, la presse, people et la mode, vers un critère esthétique, ça a enlevé une image à chacun qui n'avait pas, mais qui se posait même pas la question, un peu comme les images qu'on voyait de Diane Arbus des années 50 ou même avant. Les personnes qui étaient photographiées sont là. Et si elles nous touchent toujours maintenant, c'est parce qu'on se retrouve face à des personnes qui sont sans représentation, mais simplement là. Et ça, c'est une difficulté qu'on a de nos jours. Et moi, j'interviens justement ces élèves que j'ai de seconde et première sur le portrait. Je leur ai fait un portrait, une mise en lumière avec un fond. Ils sont magnifiques. Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Mais eux, ils n'ont pas l'habitude justement de se voir là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de les amener à raisonner sur leur importance. Voilà, et de les encourager là-dessus. Et toujours garder en tête que c'est une question de point de vue, toujours. Et voilà, et de recul. Il nous faudrait 1 heure encore pour. En tout cas, l'expo est voilà, mais vraiment, oui, c'est très intéressant. Et donc, le souffle du vent, temps, beaucoup de poésie encore, on le disait, du temps, souffle du temps, justement. Le souffle du temps. C'est à la galerie Place à l'Art à Voiron jusqu'au 19 avril. Voilà. J'y suis les samedis en permanence. Les samedis, on peut vous y rencontrer, échanger avec vous. Merci beaucoup. Allez, une petite seconde, on a 2 petits bons plans. Allez. On reste avec vous justement, Jean-Pierre. Vous craquez pour le musée Hébert. Et nous aussi, notamment. Et cette belle villa dans laquelle vous allez exposer ce travail. Justement, avec sur les vêtements, oui. Dans le cadre d'une carte blanche et avec le département et l'action qu'ils ont mis en place sur le Déshabillez-nous, et avec les différents musées du département, que ce soit le musée dauphinois, le musée archéologique, voilà. Et ce travail, normalement, doit prendre place en mai dans le musée. Donc on vous y retrouve en mai, alors, voilà. dans ce musée. Eh bien, très bien, merci beaucoup. On a la Comédie de Grenoble. Qui c'est vous, la Comédie de Grenoble, où on va rire un peu, c'est ça? Ouais, fait du bien. C'est une petite salle, c'est très intime, c'est ça, on est proche des acteurs et puis il n'y a pas de micro, c'est vraiment de vive voix. Et puis tous les jours quasiment, ça bouge. Voilà, c'est ce qui vous fait du bien. Ben, merci Cédric, vous, c'est l'UIAD, votre coup de cœur, Marc. Oui. Si, non, c'est vrai, c'est l'UIAD, c'est un super coup de cœur. On a bien parlé. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tous ces sujets qui nous font réfléchir dans cette émission qui décidément fait beaucoup de bien sur les talents de notre territoire. On le rappelle, le 10 avril. Eh bien, si vous voulez cette œuvre-là, allez-y et ça pourra réaliser les rêves des enfants dans le monde. Merci beaucoup à vous tous et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.